Vers l'infini. Mais un face à face, d'accord, mais moi tout seul. Là où on va, on n'a pas besoin de route. À marche inexorable du temps, l'accident, il faut vivre avec souciette. CM2 Radio, École Les Chrysalides. Bonjour et bienvenue à tous. La classe de CM2 des Chrysalides va vous parler ce matin du patrimoine et des gens qui s'en occupent. Nous sommes tout d'abord avec monsieur Hervé Quignot, président de l'association Patrimoine, qui a œuvré avec de nombreux bénévoles au sauvetage d'une des ailes du manoir. Il va nous en dire plus sur l'histoire de ce monument. Et maintenant, je passe la parole à Noé. Qui a décidé de construire ce manoir ? Alors, on n'a pas tout à fait des détails, puisque, a priori, il daterait du XVe siècle, c'est-à-dire aux environs de 1400, peut-être même avant, puisqu'on a retrouvé des écrits de 1420. Et donc, on sait que c'est la première famille qui habitait le manoir, c'était la famille Boissel. Ensuite, il y a eu la famille Le Gascoigne, Péronnel Boissel s'est marié avec un fils Le Gascoigne de Saint-Donant, et ils sont venus habiter au manoir de Saint-Bedan. Et ensuite, dans les années 1640, nous avons la famille Urvois, qui était originaire de Trébris, qui s'est alliée donc avec Péronnel Le Gascoigne, et cette famille Urvois est restée dans le château jusqu'au moment de la Révolution française. Donc ce manoir a eu une longue histoire, et les trois familles qui l'habitaient étaient des familles nobles. Pourquoi étaient-elles des familles nobles ? Parce elles étaient exemptes d'un impôt qui s'appelle les fouages, et elles avaient été reconnues nobles par soit les ducs de Bretagne ou par le roi, dans le fait que les familles nobles à cette époque proposaient des jeunes pour aller faire la guerre. Et on les appelait des gens d'armes. Gens d'armes. Par extension, par la suite, on a dit les mots gendarmes qu'on voit tous les jours ici. Et donc, voilà. Et celui qui était exempté de fouage pouvait prétendre à la famille une dénomination de noble, ce qui a été le cas de ces trois familles. Ce qui fait que la famille Urvois s'appelle Urvois de Saint-Bedan, de Carboureux, des Rosaires, en fonction des propriétés terriennes dont ils disposaient. Voilà, pour répondre à ta question. Avec quels matériaux a-t-il été construit ? Alors, peut-être a-t-il été construit, mais dans les temps très 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 anciens, en bois, puisque beaucoup de constructions étaient en bois autrefois. Mais par la suite, le bois brûlait ou se décomposait avec l'humidité. Donc, les gens ont construit des maisons en pierre. Vous avez autour de Saint-Brandan, ou même dans Saint-Brandan, vous avez des carrières de pierre. Donc, elles étaient très faciles à trouver, à condition de les tailler. Donc, la plupart des maisons, vous en avez aujourd'hui encore qui sont construites en pierre, au moins les embrasures de portes et de fenêtres. Et dans ce cas-là, il a été construit entièrement en pierre, et en utilisant non pas du ciment qui n'existait pas à l'époque, mais de l'argile. On mouillait de l'argile, on la pétrissait, et elle servait de lien pour bloquer les pierres. Je vais passer ma parole à mon collègue Paul. Quelle est la partie la plus ancienne du bâtiment ? Alors la partie la plus ancienne du bâtiment semble être celle qui est à l'extrémité de la grande aile, et on y a retrouvé une cuisine avec une très très grande cheminée dont je vous ai présenté lorsque vous êtes venu le voir. Les pierres là sont très très bien taillées, et d'après l'architecte des bâtiments de France, donc c'est un spécialiste de la construction qui est nommé par le préfet, quand il est venu, nous a dit que cette partie semble être la plus ancienne du manoir. Merci d'avoir répondu à ma question. Je vais passer la parole à Ruben. Quelles traces particulières, quels vestiges ont laissé certaines familles au sein du manoir ? Quelles traces particulières ? Oui. Alors, c'est très intéressant comme question, parce qu'ils ont eu des descendants chacun d'entre eux, et c'est surtout la famille Urvois que l'on connaît, la famille Urvois de Saint-Bedan de Carboureux, qui a laissé trois grandes familles se disséminer en Bretagne. La famille de Kerstangui, qui était à Linoc, donc vous connaissez à Linoc, c'est tout près de Saint-Brandan. La famille
comment il s'appelle l'autre, la famille de Port-en-Parc, qui était affilié, c'est fils de ce monsieur Urvois de Saint-Bedan, qui s'est marié avec une jeune dame à Plounévé-Mouédec, un très gros château, et il a pu obtenir par la suite que le château s'appelle le château de Port-en-Parc et habité par monsieur Urvois de Port-en-Parc. Et cette famille a toujours des descendants, puisque monsieur François Urvois de Port-en-Parc est venu à plusieurs reprises visiter le manoir et était très heureux de voir que le manoir de ses ancêtres avait été préservé et refait. Pourquoi trouve-t-on une cheminée dans chaque pièce? Pourquoi on trouve des cheminées dans chaque pièce? Autrefois, il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait pas d'autre système de chauffage que des cheminées. Ces bâtiments-là étaient très grands et on faisait du feu pour se chauffer, mais il faut dire que les hivers étaient rigoureux dans tous ces manoirs parce que les cheminées étaient incapables de chauffer la totalité d'une pièce qui fait 30 ou 40 mètres carrés. Enfin, ça leur servait de chauffage et surtout pour faire la cuisine, les repas. Il n'y avait pas de gazinière, il n'y avait pas de système ou de four à micro-ondes comme on connaît aujourd'hui. Il n'y avait que le feu dans la cheminée qui pouvait cuire les aliments. Je vais passer la parole à mon collègue Noé. Pourquoi le manoir s'appelle-t-il le manoir de Saint-Bedan? Saint-Bedan aurait été un évêque qui serait venu du Pays de Galles. Vous voyez où c'est le Pays de Galles? En Angleterre, la Cornouaille. Il serait venu au 5e, 6e siècle, sans doute au 5e siècle, pour évangéliser la Bretagne. Saint-Bedan a été le nom de la paroisse jusqu'en 1696, donc pratiquement du 7e au XVIIe siècle, le nom de Saint-Bedan, la paroisse. Il n'existait pas de commune à l'époque. Et ensuite, Saint-Bedan n'était pas un moine ou un évêque très connu. Par contre, son collègue Saint-Brandan était beaucoup plus connu, puisqu'il semblerait que c'est lui qui ait découvert l'Amérique 1000 ans avant Christophe Colomb. On a des écrits qui stipulent bien qu'il a fait 2 grands voyages qui ont duré 7 ans à 8 ans chacun d'entre eux, et il est monté jusque le Labrador dans le premier voyage, et le deuxième voyage, il est allé jusqu'en Louisiane. Et donc Saint-Brandan avait une grande réputation, et donc les paroissiens à l'époque ont décidé de changer son nom. Le nom de la paroisse de Saint-Bedan à Saint-Brandan, ça s'est fait en 1696. D'où le manoir de Saint-Bedan qui devait exister avant cette période de 1696 et qui, à travers les siècles, a conservé son nom différent de la commune de Saint-Brandan. Il s'appelle donc confirmé le manoir de Saint-Bedan. Quelle est la pièce la plus importante du manoir? Alors tout ça dépend comment on voit le manoir, soit la cuisine, parce que c'est là qu'étaient faits tous les repas et donc ça permettait aux gens de survivre ou autres. En général, dans les manoirs autrefois, la pièce principale c'était le salon, voire la bibliothèque s'il y en existait. Il y en avait-il une au manoir de Saint-Bedan? Nous n'avons aucune trace. Il semblerait que ce soit les plus grandes pièces, c'est celle où vous avez vu. Nous sommes montés là pour vous recevoir et vous offrir un rafraîchissement. Il y a celle de ce premier étage et celle d'en dessous. En général, ce sont les pièces où sans doute les propriétaires du manoir recevaient leurs amis ou leurs familles. Merci. Monsieur Quignot, merci. Je laisse la place à l'autre groupe et à Naël au micro. CM2 Radio, École Les Chrysalides. Bonjour chers auditeurs, vous êtes avec Naël et son équipe. Nous allons vous parler de la vie quotidienne à Saint-Brandan au moment de la construction du manoir. Une époque où Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique, n'était pas encore né. Nous avons sur ce plateau M. Guillaume Fray, historien et spécialiste du Moyen-Âge. Tour à tour, nos journalistes Honorine, Yael, Kylian et Sloane vont lui poser des questions pour tenter d'en savoir un peu plus sur la vie quotidienne à cette époque à Saint-Brandan. Monsieur Onfray, bonjour. Comment était la vie à Saint-Brandan à l'époque où le manoir a été construit? Bonjour. Donc, je suis historien, mais je ne suis pas spécialiste du Moyen-Âge, je le précise. Donc, pour revenir sur ce qui a été dit précédemment par Hervé, l'origine du manoir qui se situe vers 1450-1500
Où est-ce que nous étions à l'époque? On n'était pas en France. On n'était pas en France parce qu'on était dans le duché de Bretagne, qui était dirigé par le duc François II. Et le roi de France a engagé une guerre contre la Bretagne. Il y a eu une grande bataille en 1488 à Saint-Aubin-du-Cormier. Et l'armée bretonne a été écrasée par l'armée française. Il y a eu énormément de morts. C'est comme ça que la duchesse Anne, qui avait hérité du duché de Bretagne, a été obligée de se marier avec le roi de France, Charles VIII. C'est comme ça que la Bretagne est devenue française. Donc, selon la date à laquelle on se place, on est en Bretagne ou on est en France. Vous voyez. Voilà. Alors, deuxième point, Saint-Brandan, même chose, on n'était pas à Saint-Brandan entre 1450 et 1500, parce que là où nous sommes, ça dépendait de Plaintel. Ça dépendait de Plaintel, et en fait, il y avait ici une petite église, et cette église est devenue donc une paroisse, donc en 1590, mais auparavant, donc, c'était une dépendance de Plaintel. Et donc, voilà, donc au départ, le départ de Saint-Bedan, puisqu'on l'appelait Saint-Bedan, effectivement, à l'époque, c'est donc aux environs de 1590. Alors, on a dit que le premier manoir de Saint-Bedan était construit vers 1450-1500, mais en fait, il n'en reste rien. Tout cela n'est pas resté. Le premier manoir a été remplacé par celui que vous connaissez, qui a été construit entre environ 1650-1700. Voilà, donc pour bien situer les périodes. Donc, quelle était la vie à Saint-Bedan, donc à l'époque? Ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'époque, la plus grande partie de la population, c'était des paysans, donc les gens qui travaillaient la terre. Et une toute petite partie, donc c'était, comme l'a dit Hervé, donc les nobles, qui représentaient 3 ou 4 personnes sur 100 personnes. Vous voyez, c'est une toute petite minorité. C'était donc ceux qui avaient le droit de porter les armes et de défendre le groupe lorsqu'il y avait une invasion. Et donc, à l'origine, donc, nous trouvons la seigneurie de Saint-Bedan depuis effectivement au moins le XVe siècle, qui représente les traces les plus anciennes. Le bourg donc ne comportait pas beaucoup de maisons. Le manoir a été effectivement, en dehors de l'église, la première construction, avec le manoir et sa ferme. Et on trouve sur un plan de 1753, parce qu'on n'a pas tellement de plans avant, il n'y avait que 5 maisons dans le bourg, en 1753. Vous voyez, donc c'est très petit, hein, 5 maisons. L'église n'a été construite qu'après, puisque le clocher, qui lui est de 1880 environ, est devant le chœur de l'église, qui lui est de 1753. Vous voyez, donc l'église, 1753, c'est bien après la construction du manoir déjà. Donc le bourg, c'est tout petit, et il n'y a pas de route, hein, ce sont que des chemins qui viennent ici. Voilà quelques idées générales sur la vie dans le bourg. Quels étaient leurs moyens pour se déplacer? Alors, les moyens pour se déplacer, justement, on vient de parler des chemins. Donc, c'était d'abord les chevaux. Les chevaux, mais tout le monde n'avait pas un cheval. Bien sûr, les nobles avaient un cheval, ou les riches paysans. Sinon, on allait à pied, bien sûr. Et ou en voiture à cheval, c'était les seuls moyens de communication. Alors, puisqu'on parle des routes, c'est des chemins, en fait. Quand une charrette passe dans un chemin en hiver, ça fait des ornières, des trous énormes. Et tous les ans, les paysans devaient offrir 15 jours de leur travail gratuitement pour le seigneur, ou en fait pour la collectivité, pour réparer les chemins, c'est-à-dire qu'ils cassaient les cailloux, ils remplissaient les ornières, ils remplaçaient les trous gratuitement pour que tout le monde puisse circuler sur les chemins. Sinon, tout le monde s'embourbait, ne pouvait pas tellement circuler. Et donc on allait lentement, mais les gens allaient d'un bourg à l'autre, et puis tout communiquait, mais très lentement à l'époque. Comment était le bourg à cette époque? Alors le bourg, donc on en a un petit peu parlé. Donc on a très peu de construction, puisque le manoir est l'élément principal. Donc c'est une très belle construction, comme vous avez pu le voir, avec un grand soin dans son architecture et la taille des pierres. En dehors de cela,
Donc en 1753, on compte 5 maisons, c'est tout. Et puis l'église. A-t-on des animaux aujourd'hui qu'on n'avait pas autrefois? Alors, des animaux, alors donc, en gros, on n'a pas des animaux qui n'étaient pas connus à cette époque. Par contre, quelqu'un qui viendrait de cette époque serait très surpris par voir les vaches qui existent aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était des petites vaches, des vaches pinoires, et maintenant on a des vaches beaucoup plus grosses qui produisent beaucoup plus de lait parce qu'on a amélioré la race au fil du temps. C'est pareil, si on parle des chiens, il y a des chiens que les gens à l'époque n'auraient jamais vus. Ils n'auraient jamais vu de labrador. Le labrador vient de Terre-Neuve en Amérique et il a été aussi amélioré pour en faire le chien qu'on connaît. Alors si on inverse la question, y a-t-il des animaux que l'on voyait à l'époque et qu'on ne voit plus aujourd'hui? Oui, parce qu'il y avait des loups. Il y avait des loups jusqu'au XVIIIe siècle. On est tout près de la forêt de l'Orge et effectivement, il fallait se protéger des loups. Combien y avait-il d'habitants? Alors, ça, c'est pas facile à déterminer. Bon, je peux donner un chiffre qui est un chiffre de 1790, donc c'est un peu plus tard. Il y avait 1400 habitants dans le territoire de Saint-Brendan, 1400. Ce qui est relativement important, même si aujourd'hui il y a environ un peu moins de 2400 habitants, mais c'est déjà beaucoup à l'époque. Donc si on se replace à l'époque du XVIIe siècle, c'était un petit peu moins de 1400, mais c'est quand même important. Il faut voir que les villes étaient beaucoup moins grosses que de nos jours et les campagnes étaient beaucoup plus peuplées. Par contre, le bourg était peu peuplé, comme on l'a dit, avec 5 maisons, mais c'était tout autour, dans les fermes, qui avaient effectivement beaucoup de monde. Je vais revenir sur une question qui n'a pas été posée, parce que mais Hervé y a répondu un petit peu sur le manoir, mais sur la construction des maisons. Les maisons des familles les plus riches étaient effectivement en pierre, mais la plupart des maisons n'étaient pas en pierre. Elles étaient construites d'abord avec une structure en bois, donc des piliers et des parties horizontales qui étaient comblées par ce qu'on appelle du torchis, c'est-à-dire un mortier fait de terre et de paille coupée qui constituait les murs de ces maisons. C'était très solide, d'ailleurs. Si c'était bien protégé de l'humidité, c'était très solide. Et puis le toit, il n'y avait pas d'ardoise. Il y avait que les riches qui pouvaient s'offrir un toit d'ardoise, les manoirs des nobles. Les maisons étaient couvertes en chaume. Le chaume, c'est un roseau qu'on taille et qui forme donc une toiture. On peut en voir encore en Bretagne dans certains lieux dans le Morbihan. Il y a encore quelques maisons couvertes en chaume. Voilà, donc c'était donc. Alors, je peux juste aussi ajouter une chose. On a découvert récemment la plus vieille maison de Bretagne. Alors, elle est à Quimperlé. Et on a pu la dater d'environ 1390. Voilà, donc sinon, effectivement, on retrouve maintenant des maisons de la période 1400-1500. Il y en a beaucoup plus qui sont encore debout. Comment étaient les écoles autrefois? Alors, il n'y avait pas d'école. Pour être direct, il n'y avait pas d'école. Donc, comment ça se passait là? Eh bien, il y avait un curé qui, s'il le voulait bien, repérait quelques enfants un peu plus intelligents que d'autres, et puis il les prenait avec lui pour leur apprendre à lire et à écrire, ou les principales choses. Mais effectivement, la plus grande partie de la population ne savait pas ni lire ni écrire. On a des chiffres en fonction de certaines études qui ont été faites. Vers le XVIIIe siècle, il y avait environ 40% des hommes qui savaient signer. On peut penser qu'ils savaient un peu écrire. Et seulement 20% des femmes qui savaient signer. On estimait que les filles avaient moins d'utilité à savoir écrire ou signer que les hommes. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'école dans le pays. Il y avait des collèges, il y avait des universités, mais c'était réservé à une toute petite partie de la population, des gens aisés, des gens riches qui pouvaient effectivement payer des études à leurs enfants qui suivaient donc les études au collège et jusqu'à l'université. Et les écoliers? Alors les écoliers, mais il n'y avait pas d'écoliers dans la campagne. Les enfants travaillaient avec leurs parents à la ferme. Ils gardaient les vaches, ils aidaient aux travaux des champs. Donc sauf quelques-uns qui passaient quelques heures parfois avec le curé pour apprendre à lire et écrire.
la bicyclette existait-elle? Non, alors la bicyclette n'existait pas. Elle a été inventée en 1819, mais à l'époque c'était une bicyclette sans pédale. Hein. Donc vous devez marcher le vélo avec les pieds. Hein. On a ajouté des pédales vers 1880. Nous remercions Monsieur Onfray pour la précision de ses réponses et nous allons maintenant laisser la place à l'équipe qui va nous parler du bénévolat. CM2 Radio, École Les Chrysalides. Bonjour à tous, nous sommes là pour parler des associations de Saint-Brandan et apporter quelques renseignements utiles. Et je passe la parole à Timéo. Qu'est-ce qu'une association? Une association, c'est un regroupement de personnes qui aident et donnent de leur temps pour plusieurs causes et projets. Maë, combien y a-t-il d'associations à Saint-Brandan? Il y a 34 associations à Saint-Brandan. Peux-tu me donner quelques exemples? Ces associations peuvent être sportives, culturelles, d'entraide, etc. Je peux te donner quelques exemples avec l'outil en main où des retraités apprennent aux jeunes un métier ou un savoir-faire. Il y a aussi l'association du foot, du pain chaud au village de Carestiam ou l'association Patrimoine. Nous accueillons un bénévole de l'association Patrimoine, Monsieur Le Béguec, qui a la gentillesse de répondre à nos questions. Monsieur, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'association Patrimoine? Oui, je vais essayer tout au moins. L'association Patrimoine est une association qui a été créée par Monsieur Hervé Quignot, ici présent, dans un but principal de sauver le manoir de Saint-Bedan, qui était promis à la démolition. Et Hervé, qui a beaucoup voyagé, voulait préserver le patrimoine de la commune et s'est battu comme un fou contre la municipalité de l'époque, il ne faut pas avoir peur de le dire, et a réussi à sauver le manoir de la destruction et puis à en faire ce qu'il est maintenant. Voilà. Combien de bénévoles ont participé à la rénovation du manoir? Alors en réalité, 70 à un ou deux près. Beaucoup ne sont venus qu'une journée ou deux, ou tout ça. Il faut savoir qu'il y a grosso modo 11 000 heures de travail, de bénévolat, pour sauver le manoir, et que un noyau dur de 5 bénévoles ont effectué les 2/3 de présence sur le chantier. Combien de temps a pris la rénovation? La rénovation elle a commencé en janvier 1999. Elle s'est terminée en 2006. Donc, grosso modo, si je compte bien, ça doit faire 7 ans, quoi. Y a-t-il eu des bénévoles avec du métier du bâtiment? Oui, tout à fait. Il y a eu des bénévoles, beaucoup de retraités d'ailleurs. Un retraité maçon, 2 retraités charpentiers, un couvreur, oui, il y en a eu d'autres certainement, des menuisiers, des charpentiers, ouais. L'association Patrimoine travaille-t-elle sur d'autres projets actuellement? Actuellement, oui, plus ou moins, à recenser les fours, les lavoirs, les fontaines, tout ce qui concerne le patrimoine brandanais. Qui aide financièrement l'association Patrimoine? Ah, ça c'est une très bonne question. L'association Patrimoine, si on reprend l'historique, a été aidée au début pour l'achat du manoir par une subvention de la municipalité de 200 000 francs à l'époque. Et donc ensuite, Hervé puis d'autres, on s'est battus comme des fous pour trouver des fonds. Alors il y a eu le conseil général, conseil départemental, la DRAC. La DRAC, c'est la direction régionale des affaires culturelles, je crois, c'est ça. Et puis, par exemple, pour la toiture, on a vendu des cartes qui représentaient le manoir fait par Frottier de la Messelière. Et on les vendait 10 francs à l'époque. Et chaque carte représentait une ardoise. Et on en a vendu plein comme ça. Et puis en dehors de ça, les financements, c'est par les balles qu'on peut organiser. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre financement que ça, quoi. Merci, Monsieur Le Béguec. Je passe maintenant le micro au groupe qui va vous présenter les projets futurs concernant le patrimoine de Saint-Brandan. CM2 Radio, École Les Chrysalides. Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Onfray
qui a en charge la gestion de ce domaine. On a pu se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'associations dans la commune. On vous a parlé plus particulièrement de l'association Patrimoine et du travail de ses bénévoles. Mais d'autres projets sont prévus pour le patrimoine de la commune. Je laisse la parole à ma collègue Liséa. La mairie a-t-elle commencé un recensement du patrimoine sur la commune? Alors, pour répondre à cette question, je vais parler de la création de l'Assemblée consultative des sages qui a été décidée par le conseil municipal l'année dernière, oui. Et donc, au sein de cette assemblée consultative, il y a une commission Histoire et Transmission qui a donc pour objet de s'occuper donc de recenser le patrimoine de la commune. Voilà, donc c'est une action qui est en cours. Je laisse la parole à mon collègue Novan. Qui s'occupe de ce recensement? Qui s'occupe de ce recensement? Alors, donc, il y a à la fois les membres de la commission donc, Histoire et Transmission, il y a aussi des conseillers municipaux, il y a aussi d'autres brandanais qui s'intéressent au patrimoine. Je laisse la parole à Noah. Y a-t-il des monuments à redécouvrir ou à restaurer rapidement? Alors, en ce qui concerne les monuments à redécouvrir, oui. Le mois dernier, nous avons fait un repérage sur le terrain et nous avons retrouvé 2 menhirs dans le territoire de Saint-Brandan qui n'étaient pas pour l'instant mentionnés dans les documents de la commune. Donc, nous sommes allés les photographier sur place, au Hinault et à Carbrien. Donc, ce sont deux éléments importants du patrimoine parce que ce sont les plus anciens témoignages de la présence humaine à Saint-Brandan. Ça remonte à environ plus de 4000 ans avant notre ère, c'est-à-dire 6000 ans à peu près avant nous-mêmes. La mairie va-t-elle participer financièrement au recensement? Alors, ça, je n'ai pas la réponse, parce que le recensement lui-même, ça ne coûte pas d'argent. On va se déplacer avec les membres de l'équipe pour aller sur place. Donc à ce stade-là, ça ne demande pas de financement. Je laisse la parole à Liséa. Qui peut aider financièrement autrement? Alors, s'il y avait donc des travaux financés, la commune pourrait apporter des subventions, voire peut-être le département, mais pour l'instant, on n'a pas d'objet précis pour cela. Par ailleurs, il faudrait que ce soit un élément qui appartienne à la commune ou à une association qui le voudrait bien. Par contre, on ne peut pas financer des propriétés privées, donc des éléments de patrimoine qui seraient à des propriétés privées. La commune va-t-elle demander une aide des personnes du village pour la restauration du patrimoine? Donc l'idée serait très intéressante d'associer les habitants d'un village pour effectivement participer à restaurer un élément du petit patrimoine. Pour l'instant, on n'a pas encore d'objet précis qui répondrait à cette situation, mais effectivement, c'est une chose qui peut être développée et d'associer donc les habitants du village à ce moment-là. Je laisse la parole à Clara. La classe des CM2 des Chrysalides à Saint-Brandan remercie tous les invités pour leur participation à cette émission radio. Nous pensons qu'avec les réponses des spécialistes interviewés, vous en savez un peu plus maintenant sur tous ces sujets. À bientôt pour une nouvelle émission. Un face à face, d'accord, mais moi tout seul. Là où on va, on n'a pas besoin de route. À marche inexorable du temps, l'accident, il faut vivre mes chaussettes. CM2 Radio, École Les Chrysalides.